débat. Près d'un millier de ménages sinistrés et la route nationale coupée de la circulation par les eaux au Burkina Faso. Plus de 7000 ménages sinistrés et 30 décès enregistrés au Mali. Le gouvernement malien a d'ailleurs déclaré ce vendredi 23 août l'état de catastrophe nationale sur l'ensemble du territoire. Au Niger, on déplore déjà plus de 130 morts. Les inondations ont fait de nombreux dégâts dans ces pays du Sahel. Pourtant, l'hivernage n'est pas encore arrivé à son terme. Quelle explication à ces inondations qui s'amplifient d'année en année au Sahel? Comment y faire face? Quelles pourraient être leurs conséquences sur les populations de la région? Je suis Sekou Gadjigo de Studio Tamani du Mali. Avec moi, Marina Traoré de Studio Yafa du Burkina Faso. Bonsoir Marina. Bonsoir Sekou. On pose le débat aujourd'hui avec nos invités. Maman Bachir, le directeur régional de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes. Bonsoir. Bonsoir, Marina. Autre invité sur ce plateau, le colonel Dan Fatima de la direction régionale de l'environnement. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Sekou, nous avons également avec nous deux enseignants-chercheurs, Dr Bill Hassanou, enseignant-chercheur à l'université de Maradi, également agroforestier. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Souley Moussa. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Maradi et environnementaliste. Alors, le débat se fera en deux tranches, Marina. Une première partie qui se déroulera pendant 45 minutes avec les invités et une seconde partie consacrée au public. Et dans le public, vous avez Mokhtar Hamadou du studio Kalangu du Niger. Bonsoir, Mokhtar. Oui, bonsoir Sekou, bonsoir Marina, bonsoir chers invités. Ce charmant public est composé des acteurs de la société civile au titre de la ville de Maradi, des membres du Conseil national de la jeunesse au titre de la région, des représentants des étudiants, des instituts et écoles professionnelles et techniques et des universités publiques, des scolaires également font partie de cette émission. Merci Mokhtar. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat public, une coproduction de Studio Kalangu du Niger, Studio Yafa du Burkina Faso et Studio Tamani du Mali, 3 médias de la Fondation Hirondelle. 17 régions sur les 19 qui comptent le pays ainsi que la capitale Bamako ont déjà été touchées par les inondations depuis le début de l'hivernage au Mali. Notre reporter Lala Diahara Touré a recueilli le témoignage de certains sinistrés de ces inondations. Je vous propose de l'écouter. Chaque fois qu'il pleut, ma maison est inondée et après, il faut faire sortir l'eau par les moyens des bords. Sinon, l'eau stagne. Si c'est pendant la nuit qu'il pleut, on s'arrête jusqu'au matin car l'eau m'atteint jusqu'aux genoux. J'ai perdu tous mes vivres à cause des inondations. Notre maison s'est effondrée, les vivres ont été détruits par les eaux de pluie. J'ai d'énormes difficultés maintenant pour nourrir ma famille. Je suis mère de famille. On a dû évacuer nos maisons pour ne pas qu'elles s'effondrent sur nous. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ma boutique a été envahie par l'eau et quelques jours après, elle s'est effondrée. J'avais près de 3 tonnes de riz dans mon magasin, mais tout a été détruit par l'eau. L'eau a causé d'importants dégâts matériels ici. Nos toilettes se sont effritées. Mon puits n'a pas été épargné non plus. Mon lieu de travail a aussi été endommagé. Moi, je suis menuisier. L'eau a tout balayé ici. Mes planches, mes matériels, tout. Maman Bachir, directeur régional de l'action humanitaire. Je le disais tantôt, le gouvernement malien a déclaré l'état de catastrophe nationale. On a dit dans les données, on parle de 7000 ménages sinistrés au Mali. Au Niger, on a plus de 47 000 ménages sinistrés, mais on n'a pas pris une telle mesure encore au Niger. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique la prise de cette décision de déclarer la catastrophe nationale? Bon, donc cette initiative vraiment de déclarer cette catastrophe naturelle, donc c'est pour vraiment informer donc toutes les parties prenantes, à savoir l'État lui-même, puisque toutes les informations c'est des informations officielles validées donc par l'instance au niveau national et qui nous reviennent
Et quant à nous, vraiment, de voir qui de droit les partenaires pour les réveiller et les activer vraiment à prendre des dispositions. Et ce qui les a amenés présentement à faire des positionnements par rapport à telle localité qui sont sinistrées des inondations. Donc pour le Niger, la situation n'a pas atteint cette gravité pour le moment. Oui, ça atteint cette gravité puisque vous avez vu les chiffres que je vous ai donc donné et que l'État est à pied d'œuvre donc pour venir vraiment en assistance à ces sinistrés. Nous sommes à la date d'hier, on était à la 7e vague d'assistance de l'État où on a enregistré plus de 700 tonnes de vivres pour assister les sinistrés des inondations et aussi les partenaires. Même hier, on a tenu la réunion par rapport donc à leur positionnement pour qu'ils puissent amener vraiment de manière urgente donc leurs appuis aux sinistrés des inondations. Alors, colonel, bonsoir. Ma question pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui explique que ces inondations qui s'amplifient d'année en année. Quelles sont les causes? Le phénomène des inondations sont liés à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est surtout le changement climatique. Les perturbations climatiques sont à grande partie, n'est-ce pas, responsables de ce phénomène. Également, nous avons le phénomène de la déforestation, parce qu'il faut dire la vérité. On assiste à des opérations de coupe abusive de bois. Donc, vous savez, le couvert végétal contribue beaucoup au ralentissement de l'écoulement d'eau. C'est extrêmement important. Il y a également l'ensablement de certains cours d'eau, ce qui fait que dès qu'il y a une forte pluie, ils n'ont pas la capacité de retenir l'eau et d'où le débordement naturellement de ces eaux. Et il y a également, n'est-ce pas, l'installation, les habitations, les constructions au niveau des cours d'eau, des anciens cours d'eau, des zones inondables. Bon, c'est lié également effectivement à la démographie, parce qu'on assiste à une comment on appelle ça, une grande urbanisation. Les gens ont envie de construire et les gens construisent sur des anciens lits. 10 ans, 20 ans, peut-être les zones ne sont pas inondées, les gens pensaient que c'est un bon terrain. Et malheureusement, dans des circonstances pareilles, en cas de grande pluie, et voilà, c'est les inondations qui arrivent. Donc voilà, c'est quelques phénomènes effectivement qui contribuent à ce scénario de catastrophe qui c'est vraiment malheureux. On a enregistré beaucoup de dégâts humains, de dégâts matériels, et même sur le plan environnemental, quelques pertes de la biodiversité. Colonel, vous avez cité quelques causes qui pourraient expliquer ces situations d'inondation. Docteur Bill Assanou, vous avez entendu avec nous les causes énumérées ici par le colonel Dan Fatima de la Direction régionale de l'environnement. Est-ce à dire qu'on pourrait s'attendre à d'autres inondations au regard de ces causes-là? Malheureusement, ma réponse est oui. Pourquoi je le dis? Parce que nous, en tant que scientifiques, depuis un certain moment, je vous le fais savoir, je suis d'abord coordonnateur Niger d'un observatoire hydroclimatique où on suit à l'échelle d'abord de certains bassins à côté de Niamey, mais extension à Maradi et à Zender, des sites où on suit beaucoup de paramètres qui sont liés au climat. Et comme je le dis, nos données nous montrent que ces événements vont s'accentuer. Et le régime pluviométrique au Sahel, il a changé. Il a changé parce que les pluies sont devenues très agressives, elles sont devenues intenses. Et on parle aujourd'hui d'intensification du régime pluviométrique au Sahel.
Il y a des publications qui sont faites là-dessus qui montrent que ce régime pluviométrique s'est intensifié. Et comme le colonel l'a dit, ce changement de régime pluviométrique survient dans des localités ou dans des régions qui sont soumises à des changements d'utilisation des terres qui amènent la dégradation. Et donc, si vous avez des pluies j'explique l'intensification de la pluviométrie, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 30 ans de cela, 80 mm de pluie peuvent tomber sur une longue période, par exemple une journée. Mais aujourd'hui, si vous chronométrez, vous allez voir que 50 à 80 mm de pluie peuvent tomber en 10 ou 20 minutes. Et sachant que 1 mm de pluie à hauteur d'eau, ça correspond à 1 litre d'eau répartie par 1 mètre carré du sol. Si vous versez 80, si on dit qu'il est tombé 80 mm de pluie, ça veut dire que vous avez versé 80 litres sur 1 mètre carré du sol. Imaginez si la vitesse avec laquelle cette pluie tombe, c'est ça en fait la clé. Si c'est réparti dans le temps, le sol a la capacité d'absorber. Mais si ça devient intense, ça dépasse ce qu'on appelle l'infiltrabilité du sol. Au lieu que ces eaux s'infiltrent, elles vont ruisseler et elles vont générer donc des écoulements. Et ces écoulements, malheureusement, vont provoquer des inondations. Vous alertez les autorités sur ces situations ou bien vous semblez ne pas être écouté par les autorités? Oui, on a sorti ce qu'on appelle des policy briefs, des notes politiques, où depuis les années 2000, moi je rejoins l'Observatoire hydroclimatique en septembre 2005, mais régulièrement on sort des notes pour demander à l'État de redimensionner certains ouvrages. Par exemple, il faut augmenter la capacité des ponts, parce que la quantité d'eau qui passe il y a 30 ans de cela, cette quantité c'est peut-être 10 fois plus le volume d'eau qui passe. Vous voyez, ça fait beaucoup de dégâts sur les réseaux routiers. Ça fait beaucoup de dégâts sur le système de production et ça fait beaucoup de dégâts sur les habitations. Donc je pense que même les normes des habitations, on doit travailler pour définir les zones inondables. Il ne s'agit pas de dire que l'année sera une année d'inondation, mais il faut prendre des dispositions très tôt. Voilà. Merci beaucoup, Dr Bill Hassanou. Avant d'aller plus loin dans le débat, on va peut-être prendre également la réaction de Dr Souley Moussa sur ces situations d'inondation dans les 3 pays que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ce que je veux dire par rapport à ça, le professeur Ville l'a dit, c'est pas surprenant parce que tous les modèles climatiques prévoient que l'eau va revenir au Sahel. Maintenant, le problème qu'il faut regarder, c'est les modèles, les systèmes d'alerte précoce et tout ça là. Mais qu'est-ce que les gens font concrètement? Ok? Maintenant, quand vous regardez, le problème qu'on a, c'est un problème de gestion qui est là. On n'a pas un système d'adaptation qui est approprié. On a ce qu'on appelle maladaptation. Nos systèmes, on est dans une situation où c'est quand les inondations viennent, on se prépare. Non. Il nous faut avoir un plan d'adaptation qui est là, qui est solide. Pas juste attendre le malheur. Parce qu'en matière de lutte contre les inondations, c'est qu'il faut faire, quand le risque vient, quelles sont les opportunités pour transformer ce risque en opportunité. Pas juste pour pleurer. Parce qu'on est condamné naturellement à vivre avec ces catastrophes naturelles. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais un peu revenir par rapport aux conséquences. Déjà, les causes. Les lignes de causes aujourd'hui, il y a une ignorance environnementale ou climatique. Aujourd'hui, l'État voit les gens gardement construire dans le lit du fleuve ou bien dans une voie, mais on laisse les gens. Ça, c'est l'absence de loi. C'est l'absence de loi. C'est quand les gens là vont être inondés, l'État va faire une communauté et on appelle les gens pour aller demander le bailleur de fonds. Non. Il faut, le professeur Bill l'a dit, la planification urbaine, elle a dit quoi? On doit respecter le schéma d'aménagement urbain. Quelles sont les zones inondables? Quelles sont les zones naturelles au niveau de chaque ville? Ça, on doit protéger ça c'est l'État. De deux, il y a la pollution plastique.
Surtout ça, c'est un milieu urbain. Ça augmente l'imperméabilisation de nos sols, le sol urbain. Quand l'eau vient, il n'arrive pas à s'infiltrer. Les fosses septiques et les cas nouveaux sont bouchés. Et ça, ce qui fait ça, c'est la population elle-même. C'est parce qu'il y a une ignorance environnementale. Ça, c'est là où j'interpelle le studio Kalangou. Vous faites un travail important. Il faut continuer à éduquer la population. Maintenant, un autre problème, c'est par rapport à notre modèle de l'utilisation des terres. Aujourd'hui, quand vous regardez, nos villes sont en train de devenir désertiques. On est en train de couper tout ça là. Et quand on coupe ça, ça favorise tout ce qui vient. Quand l'eau vient, il n'y aura pas d'infiltration, ça va créer le ruissellement et ça va emporter tout ce qu'il y a. Mais est-ce que vous, qui êtes des scientifiques, vous avez parlé d'ignorance climatique de la population, est-ce que vous jouez le rôle qui est le vôtre en sensibilisant, en alertant? Est-ce que vous le faites convenablement? Actuellement, moi je suis à un truc qu'on fait chaque mois, on fait le bulletin d'information climatique. Ça, c'est avec la Direction nationale de la météo. On a un bulletin et c'est presque même ça au Mali et au Burkina. Maintenant, ces bulletins-là, on les partage dans le groupe WhatsApp et autres. Même parfois, on les traduit en langue pour faire des audios. Maintenant, de deux aussi, au niveau des institutions de recherche, les publications sont là et on est toujours avec les radios comme on était là avec vous. Merci beaucoup, Dr Soulé Moussa. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Maradi. Cap à présent sur Bobo Dioulasso au Burkina Faso où face à la menace des inondations, population et autorités entreprennent de curer les caniveaux et d'aménager les voies d'eau. C'est un reportage de Mariam Ouedraogo, correspondante de Studio Yafa dans la capitale économique du Burkina Faso. Nous sommes au secteur 29 de la ville de Sia, munis de dabas, de pelles et de brouettes. Des riverains sont sortis nombreux pour procéder au curage des caniveaux de leur quartier afin de faciliter le passage de l'eau. Quand il pleut là, l'eau rentre dans nos magasins. Les caniveaux là sont bouchés avec des ordures. L'eau ne peut pas passer. On a décidé aujourd'hui de sortir pour faire le curage de ces caniveaux. Enlever les saletés, les ordures, puis pour faciliter le passage de l'eau. À l'image du secteur 21, plusieurs quartiers de la ville de Bobo subissent constamment l'afflux des eaux de pluie. En plus de l'étroitesse des caniveaux, on y trouve des habits hors d'usage et même des matelas vétustes. Des caniveaux sont toutes transformés en dépotoirs d'ordures, contraignant les eaux pluviales à se frayer un chemin entre les habitations et les magasins, comme l'explique Aruna Sanfo, un vendeur de prêt-à-porter. Je n'ai pas besoin de trop parler. Voyez-vous même l'intérieur des caniveaux là. C'est pourquoi je mets cette digue pour ne pas que l'eau vienne envahir encore mes habits. Plus loin, au secteur 18, c'est un vrai calvaire pour les riverains qui ont du mal à rejoindre la ville en cas de pluie. Des caniveaux se font rares et l'eau crée son chemin. Ali Siriman nous explique leur souffrance. Si on vous dit que c'est la voie qui mène au tribunal du commerce, est-ce que vous allez croire? Il y a beaucoup de gens qui vivent ici, mais il n'y a rien comme caniveau. Quand il pleut, l'eau rentre chez les gens et voilà, la route est impraticable. Quand la pluie te trouve en ville, tu ne sais même pas comment te rentrer chez toi à la maison. Selon le président de la délégation spéciale communale de Bobo, Laura Kotongom, plusieurs facteurs expliquent la recrudescence de ces inondations. Quand il pleut, s'écoule de l'amont vers l'aval et donc il y a déjà le relève il est censé avoir un système de drainage avec des ouvrages et des infrastructures réalisées, mais malheureusement par la faute du temps, de l'usure et de l'ensablement qui a été progressif au cours des années, les canaux de drainage ont été soit bouchés par le fait de déverser des déchets solides dans les 10 caniveaux. Les déchets solides cumulés aux éléments naturels issus des ruissellements. Une fois qu'il pleut, l'eau n'a plus de voie pour s'écouler normalement et donc finalement l'eau se ferait un chemin. Pour limiter les dégâts, les autorités communales ont entrepris une politique visant à assainir la ville, rassure Laura Kontogomo. En dehors du curage de caniveaux, qu'on assainisse correctement la cité. Et comme l'assainissement est une de nos priorités, nous avons lancé une opération qu'on appelle Bobo Saniasira qui consiste à conduire des actions d'assainissement régulièrement à une fréquence d'une fois chaque 2 semaines, 3 semaines
en fonction de nos agendas. Et nous sommes quasiment à la 9e étape et nous allons poursuivre l'opération jusqu'à la fin de l'année. Ces initiatives permettront d'assainir la ville et de prévenir les risques d'inondation. Le président de la délégation spéciale communale de Bobo invite aussi la population à adopter des comportements éco-citoyens et à mener des actions de salubrité dans leur quartier en particulier et dans toute la ville en général. Aman Bachir, on a vu que la population ne reste pas assise quand il y a ces inondations. Elle développe des initiatives à l'approche de l'hivernage. Mais est-ce que ces initiatives-là sont efficaces? Par rapport donc à votre question, les initiatives qui sont en train d'être développées donc par rapport aux préventions ou bien à la gestion donc de la situation des inondations donc par les populations, c'est pas vraiment des initiatives très adaptées, puisque du point de vue défi à travers donc ces trois pays, donc c'est presque les mêmes défis, à savoir donc les infrastructures qui sont insuffisantes, donc les infrastructures de drainage et de gestion des eaux sont souvent inadéquates, et ce qui aggrave les effets des inondations. On peut aussi citer par rapport donc à certains les cas de déplacement des populations, donc les inondations qui entraînent souvent des déplacements donc massifs donc des populations et exacerbant les conditions donc déjà précaires. Vous avez dit tantôt que les initiatives prises par certaines populations à l'approche de l'hivernage sont parfois inadaptées. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire? Justement, quelles sont vos propositions? Nos propositions, c'est juste à travers les sensibilisations, donc inviter vraiment ou sensibiliser les populations à ne pas abriter les zones potentiellement inondables, et aussi pour les constructions, il faut utiliser les matériaux de construction qui sont vraiment de qualité, et aussi la population doit s'y mettre donc dans la politique vraiment de maintenir les espaces vraiment aérés propres, à savoir le curage des caniveaux et tous les autres passages des eaux de ruissellement. Alors on l'a dit, les populations ne sont pas innocentes dans ce qui leur arrive. Ces inondations, elles ne sont pas exemptes de reproches, mais qu'en est-il également, Dr Bill Assanou, de la responsabilité des autorités? Je veux bien qu'on accuse ces pauvres populations, mais je pense que franchement, il faut se demander la taille des caniveaux qu'on a dans nos villes, qu'elles sont réellement dimensionnées pour évacuer la quantité d'eau qu'il y a. Ma réponse est que je ne pense pas que ça soit bien adapté. Et on revient toujours sur notre recommandation, il faut redimensionner les ouvrages. On va dire que bon, le problème c'est qu'on est dans des pays pauvres, et justement cela justifie que il faut mettre de l'argent pour faire des ouvrages qui vont tenir longtemps, plutôt que de faire des ouvrages qu'on va reprendre X fois. Et c'est en ce moment que ça va beaucoup plus coûter sur le budget de l'État, mais ça va continuer aussi à paupériser les populations locales. Donc moi je reviens sur ce que j'avais dit, il faut redimensionner les ouvrages. Alors pour avec qu'elles soient adaptées. l'urbanisation galopante, peut-être à Dr Souley maintenant, nous voyons que les populations s'installent n'importe où. En tout cas, les autorités aussi n'hésitent pas à leur vendre des parcelles n'importe comment, n'importe où. Est-ce que cela aussi ne peut pas être une explication à ces catastrophes? Merci Sekou. Ça c'est l'une des causes, parce que ça c'est le problème de l'urbanisation. Quand on ne respecte pas le schéma d'aménagement urbain, on va assister à toujours ce problème-là. Parce que les villes c'est un code. Ville c'est un code, c'est un package des activités. C'est pas, on ne permet pas à n'importe qui de construire n'importe comment et n'importe où. Donc l'État doit regarder ça, les trois pays. Moi je pense qu'on doit faire une mise à jour de nos schémas d'aménagement urbain. Il faut que ça soit un schéma d'aménagement urbain sensible au climat, sensible aux manifestations du changement climatique. Quand vous prenez par exemple, nos villes sont traversées par le fleuve Niger. Et quand vous regardez aujourd'hui, il n'y a aucune ville qui a un plan d'action fleuve Niger.
Alors que le fleuve, c'est emblématique. Par exemple, la ville de Niamey doit avoir une stratégie à part pour le fleuve. À part pour le fleuve. Mais pas chaque fois que le problème survient, les gens ils reviennent, on se lamente. Alors qu'il nous faut des politiques et stratégies propres au fleuve. Le fleuve ne doit pas être une source de malheur pour nous. Il ne doit pas être une source de malheur pour nous. Le fleuve doit être une source d'opportunités économiques, une source des activités génératrices de revenus, une source de santé pour la population riveraine. Maintenant, par rapport à l'urbanisation, notre urbanisation n'est pas adaptée au contexte climatique. Elle n'est pas adaptée au contexte climatique. C'est là où j'interpelle les décideurs politiques. Il nous faut une urbanisation adaptée, sensible au changement climatique. Il nous faut une urbanisation sensible aux questions climatiques. Parfois, vous allez voir, il y a même des voies où, quand l'État veut intervenir, les voies sont bloquées. En cas d'incendie, par exemple, qui est une autre manifestation du changement climatique. Mais parfois, les sapeurs-pompiers, autres, ils n'ont pas accès parce qu'on a fait une construction qui n'est pas appropriée. Maman Bachir, vous avez tantôt rappelé la responsabilité des populations. J'aimerais avoir également votre avis sur la responsabilité des autorités. Également, est-ce que les services techniques fonctionnent comme il se doit sur le terrain? Et en tout cas, par rapport donc à l'intervention des services techniques, sur la situation des inondations, et les services techniques sont toujours sur pied, par rapport à leurs responsabilités. Donc, à chaque fois qu'un scénario se présente par rapport à la situation des inondations, les premières interventions ou bien le premier acte provient de ces services techniques là, qui vont faire les premières observations et pour approcher les autorités compétentes pour qu'ils puissent vraiment les orienter ou aussi les assister et à prendre des mesures techniques par rapport à ce qui est en train de se passer suite à ces inondations. C'est ce qui nous conduit à la troisième et dernière partie de ce débat public. Avant de donner la parole au public, bien évidemment, Fatouma Ag Alher est spécialiste de la cartographie des zones inondables. Elle nous explique comment cette solution pourrait permettre d'anticiper sur les catastrophes. Elle est au micro de Mokhtar Amadou de Studio Kalangu. La cartographie peut être définie comme la représentation d'un lieu dans un espace, donc un point ou bien un padium ou bien un polygone, c'est une carte bien déterminée. Bien expliquer que même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, en regardant l'image, il peut comprendre qu'il a une carte devant lui qui peut l'aider à s'orienter. Nous utilisons les outils de open source, donc GeoSM, qui nous permet de télécharger la zone avec une imagerie bien précise de l'esprit mondial ou bien les imageries de drones pour pouvoir digitaliser les bâtiments, tracer les routes et ajouter des POI. Quand je parle des POI, je parle des attributs. Par exemple, des pharmacies, des écoles ou bien des restaurants. Quand on parle de cartographie numérique, il faut une connexion Internet qui puisse même rouler les logiciels et qui puisse même te donner, te fournir une imagerie. Et cette base de données qui est construite à travers des bénévoles comme nous peut être utilisée pour créer des applications et créer des projets qui peuvent être utiles pour la communauté et pour nous. On a fait une cartographie des zones inondables, toutes les zones qui sont au bord du fleuve. Donc cette cartographie, c'est une cartographie de prévention. On a été bien précis. Ces zones peuvent être inondées dans 2 ou 3 ans. On a cartographié les bâtiments qui sont en banco, en engrais et les pailles. Si on ne fait pas attention, ces zones qui ne sont pas actuellement dans l'eau seront dans l'eau dans 2 ou 3 ans. Ça permet déjà au gouvernement ou bien à la population de faire une préparation en avant. Maintenant, si l'inondation est déjà là, la cartographie peut permettre de faire une gestion bien précise et équitable. On va pouvoir maintenant amener de l'aide pour savoir combien de personnes ont été touchées et comment maintenant mieux préparer les années prochaines. Alors, vous venez de l'entendre, Fatouma Agalher, spécialiste de la cartographie des zones inondables. C'est une solution qui pourrait permettre d'anticiper sur les catastrophes. Mais est-ce que c'est une solution qui est suffisamment vulgarisée, docteur Hassanou? Je ne pense pas, parce que la cartographie, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas beaucoup utilisé. Récemment, toutes les régions du Niger, chaque
région a fait son schéma d'aménagement. Je pense que pour le cas de Maradi, ils ont fait appel à des collègues de la fac qui sont un peu, qui ont des compétences en cartographie et qui ont aidé quand même sur ce plan. Mais je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que la cartographie, c'est un moyen qui permet de prendre en charge le problème d'inondation. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la cartographie. Parce que si on dit cartographie et système d'information géographique, c'est assez vague. Pourquoi je dis cela? Je donne l'exemple des inondations qui sont aujourd'hui très récurrentes et régulières sur la ville de Niamey. En fait, la solution immédiate, c'est que on a construit une digue qu'on essaye de remblayer chaque année, mais vous voyez que chaque fois, l'eau arrive à surmonter. La solution à long terme, à mon avis, c'est de voir qu'est-ce qui amène ce flux d'eau, cette quantité d'eau qui vient chaque fois et qui est supérieure à celle de l'année. À mon avis, les outils de cartographie doivent être utilisés pour voir à l'échelle du bassin versant du fleuve Niger quelles sont les zones qui sont susceptibles d'émettre de forts ruissellements et peut-être les actions à long terme qu'on peut envisager, c'est de réhabiliter ou restaurer ces zones pour qu'elles soient plus infiltrantes et non moins ruisselantes. Colonel, quel pourrait être l'impact de ces inondations-là sur les trois pays que sont le Niger, le Burkina et le Mali? Moi, en tant qu'environnementaliste, je dirais que quand vous prenez les pertes, c'est vrai, il y a les pertes en vies humaines, les pertes aussi du cheptel domestique, d'ailleurs qui constitue, l'élevage constitue la deuxième mamelle du pays. Les dégâts sur les champs. Donc, ça veut dire que nous, on pense qu'avec cette pluie-là, vraiment, la récolte sera prometteuse. Mais de l'autre côté aussi, il y a vraiment des dégâts qui puissent compromettre les récoltes. Ça c'est un. Et également, la perte en biodiversité. Je donne un exemple de cette année. Les fortes pluies ont fait en sorte que nous avons fait une translocation des girafes, par exemple, dans une réserve qui est à côté, bon, c'est à quelques 200 km ici. Et voilà que, avec des fortes pluies, cette année, avec l'inondation, on a perdu deux individus qui sont morts noyés. Et de la mémoire des populations là-bas, ça fait plus de 40 ans, n'ont pas vu ce genre de pluie. Maintenant, c'est les girafes seulement qu'on a vu. Dieu seul sait les autres espèces qu'on a perdues. Parce qu'il y a d'autres espèces telles que les gazelles, les chacals. Bon, eux, ils peuvent courir. Mais d'autre part, il y a certaines espèces qui peuvent se placer ou bien qui peuvent s'enfuir dans les terriers. Ils risquent d'être inondés là-bas. Dieu seul sait ce qui a été perdu. Donc, c'est vraiment des dégâts énormes. Et je suppose que c'est pas au Niger seulement, c'est pratiquement dans tous les pays de l'AES, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement le même scénario. Dernier tour de table, la solution que tout un chacun propose pour faire face, sinon pour prévenir ces inondations à l'avenir. On commence par vous, Maman Bachir. Et c'est bien que les inondations au Sahel sont un défi majeur, mais plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour atténuer vraiment les effets. Donc il s'agit, on peut citer entre autres l'aménagement du territoire qui nous amène à construire donc des infrastructures adaptées comme des digues et des canaux de drainage pour mieux vraiment gérer les accès d'eau. On peut aussi parler de l'urbanisme résilient. Donc, c'est-à-dire planifier les villes de manière à éviter les constructions dans les zones inondables et améliorer aussi les systèmes de ruissellement et d'assainissement plutôt. On peut aussi penser à
et réforestation et gestion des sols, donc qui nous amène à planter les arbres et à adopter les pratiques agricoles durables, donc pour réduire l'érosion des sols et améliorer aussi l'absorption de l'eau. On peut aussi, entre autres, parler du système d'alerte précoce pour mettre en place des systèmes de surveillance et d'alerte pour informer les populations à risque en temps réel. Un autre point aussi à développer, c'est l'éducation et sensibilisation pour former les communautés locales aux bonnes pratiques de gestion de l'eau et aux mesures de prévention des inondations. D'accord, peut-être que nous allons donner la parole à nos deux enseignants-chercheurs pour qu'ils nous proposent également des solutions en plus de ce qui viennent d'être proposés par Maman Bachir. Docteur Bill. Moi, je veux donner des solutions qui seront peut-être basées sur trois choses. D'abord, il faut améliorer le mécanisme de prévention et de prévision. Vous savez que à la fin de chaque saison sèche, il y a une grosse réunion des météorologues, hydrométéorologues, climatologues qui se tient et qui sort des prévisions, ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Et donc, dans la plupart des cas, ces prévisions saisonnières restent sur le site de l'Agrimet qui relève du SILS, sur le site de la DMN, sur nos ordinateurs, parce que nous, on connaît là où on peut avoir. Ces prévisions saisonnières doivent être, ces informations doivent descendre jusqu'au niveau local. Il faut que ça soit ventilé dans les communes. Et les communes ne doivent pas garder les informations. Il faut dépêcher des missions pour informer les gens sur ce que ça sera la saison de pluie, le comportement de la saison de pluie. C'est très important parce que ces prévisions sortent aussi avec des conseils adressés aux producteurs, aux éleveurs et autres. Ça, c'est la prévision. La deuxième chose, c'est la gouvernance. Je pense que nous sommes tous unanimes qu'il y a un problème de gouvernance. Il faut bien appliquer les schémas d'aménagement. Il faut bien décider. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut informer. Il faut décider que des personnes ne doivent pas occuper des zones qui sont fortement à risque d'inondation. Il faut, souvent, vous savez, il faut informer, il faut demander, mais deux fois, il faut peut-être durcir un peu les lois, tout en donnant des solutions. Il ne faut pas déguerpir les gens comme ça. Il faut les déguerpir en leur offrant des solutions sur des lieux où ils peuvent habiter. Je pense qu'à Maradi, il y a un moment, ça s'est fait, des gens ont été relogés vers le centre avicole, si j'ai bonne mémoire. Et la troisième solution, c'est l'observabilité, c'est l'observation. Depuis un moment, donc, moi, je suis, en tant que scientifique, en train d'installer progressivement un observatoire ici à Maradi pour, ça s'appelle Observatoire scientifique qui vient en appui à l'aménagement du territoire. À travers donc l'observation des pluies, l'observation des zones dégradées, l'observation des sites de séquestration, l'observation des innovations paysannes, l'observation de systèmes pastoraux. En fait, c'est un système d'observation qui a une vision assez holistique, qui doit être assez intégrateur pour quand même arriver à sortir des outils qui peuvent permettre de mieux aménager les territoires. Et je pense que sur ce nexus, prévision, gouvernance adéquate et bonne observabilité, on peut arriver à subjuguer un peu ces problèmes de inondations et de changement climatique. D'accord. Docteur Souley, rapidement. Concernant les solutions, moi ce que je propose d'abord, il faut
appliquer l'existant. Par exemple, nos pays, lors de la conférence accord de la COP 15, nos pays sont signataires de l'accord de Paris. Et l'accord de Paris nous a donné un document qu'on appelle la CDN, contribution déterminée au niveau national. Nos pays ont intérêt à sortir l'argent et financer les activités qui sont prévues dans la CDN. La CDN, c'est quoi? C'est un document qui dégage l'ambition nationale en matière de lutte contre le changement climatique. Ça, c'est un. Par exemple, quand vous prenez, nos pays ont prévu de financer l'agriculture sensible au climat, agriculture intelligente. Donc, il faut qu'on mobilise l'argent. Il faut qu'on ait un mécanisme national au niveau de l'AES pour financer les activités agricoles. Parce que l'une des conséquences des inondations, c'est la famine. Parce que les champs sont dévastés et tout ça là. Mais il faut qu'il y ait un mécanisme pour augmenter l'accès à l'utilisation des semences adoptées et un mécanisme pour collecter ces eaux-là et faire les activités agricoles pendant la saison sèche. Maintenant, un autre, c'est le plan d'adaptation national. Il faut qu'il y ait un financement. Ça, c'est la finance climatique. Il faut qu'il y ait un mécanisme de mobilisation d'argent pour financer les activités prévues dans le plan d'adaptation national. Maintenant, au niveau des, par exemple, nous, on est dans une situation, le PDC, par exemple, le plan de développement communal. Maintenant, avec la nouvelle situation, je ne sais pas quel est le devenir de PDC. Ça, c'est au niveau des mairies et autres. C'est là où il faut intensifier les actions sensibles au climat. Il faut renforcer les capacités de ces administrateurs-là, ces délégués, pour qu'ils puissent avoir un œil sur les activités de lutte contre le changement climatique. Maintenant, pour la communauté, moi, je pense qu'il faut intensifier les activités comme ce que vous êtes en train de faire à Langue pour éduquer les gens sur les questions environnementales. Maintenant, un autre aspect par rapport à l'AES. Il y a un existant qu'il faut encore valoriser, c'est la commission Sahel Climat, qui est là, qui a mobilisé des fonds, qui intervient sur le terrain. Je pense qu'au niveau de l'AES, on fait avoir un fonds climat aussi. Ça aussi, c'est des éventualités pour lutter contre les actions, les manifestations du changement climatique, principalement les inondations. Maintenant, le dernier point où l'État a intérêt à intervenir, c'est par rapport au secteur privé. Le changement climatique, il y a ce qu'on appelle la justice climatique, elle est là. Il y a le pays annexe 1 et 2. Maintenant, ceux-là qui ne polluent pas, ceux-là qui ont créé ce problème-là, il faut qu'au niveau de l'AES, qu'on ait un truc au niveau des Nations Unies pour dire que, ok, voilà le pays de l'AES, nous sommes vulnérables. Ceux-là qui ont créé le problème, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Et il faut un truc concret. Parce que la COP27, on nous a parlé de la création d'un fonds pertes et dommages. Et jusque-là, concrètement, ce fonds est resté théorique. Il n'y a pas assez de fonds. Et en dehors de ça aussi, il faut que nous aussi, les trois pays-là, qu'il y ait un fonds de finances climatiques entre nous, une mobilisation interne pour participer à ça. Par exemple, le Niger a une expérience. Nous, déjà, on a ce qu'on appelle le FISAN. Okay, c'est le fonds d'investissement en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et on a d'autres fonds aussi qui sont là. Mais moi, je pense que le secteur privé, l'État doit faire un truc au niveau du secteur privé pour qu'on mobilise de l'argent. Récemment, on a fait une publication où on a regardé le rôle des sociétés de publication, les téléphonies de communication, RTL, Orange. Quel est leur rôle en matière de lutte contre les inondations? Et on a trouvé un truc qui était très important. On a publié ça et on a fait des recommandations. Et on a traduit ça en policy brief pour que l'État puisse s'inspirer de ça et mobiliser. Maintenant, le dernier point. D'accord, rapidement. Le dernier point, c'est par rapport à la Grande Muraille Verte. Le projet de la Grande Muraille Verte, qui est une véritable réponse climatique. Moi, je l'appelle réponse climatique qui est parapluie. C'est grande, parce que ce qu'elle va amener, il faut que ce projet-là puisse se concrétiser. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation d'argent à l'interne pour que ce projet soit une réalité. Merci beaucoup, Dr Souley Moussa. C'est la fin de la première partie de ce débat public qui, je le rappelle, est une coproduction du studio Kalangu du Niger, studio Tamani du Mali et du studio Yafa du Burkina Faso. Je suis Marina Traoré du studio Yafa et à mes côtés pour la modération, Sekou Gadjigo du studio Tamani. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie. À demain pour la seconde partie. Il y a débat.